On met le 18 décembre 2025 et on a sur la table un document qui est assez intriguant. Ah oui, Il est daté d'hier. À première vue, tout semble officiel, hein. En tête, République du Cameroun, les armoiries, un ton très solennel. on dirait un communiqué de presse, classique. Exactement. Mais il y a un détail. Un seul mot qui change tout. L'émetteur, ce n'est pas la présidence de la République, mais la présidence élue de la République. Et ça, c'est énorme. Et ce qu'ils annoncent l'est encore plus. Un deuil national en pleine fête de fin d'année. C'est une seule page, mais elle est d'une densité. On va déplier ça ensemble. Absolument. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas du tout un simple communiqué. C'est un acte politique pur. Une sorte de déclaration de guerre symbolique, Émis depuis Paris en plus. justement. Émis depuis Paris par une entité qui s'autoproclame présidence élue. Ça en dit déjà très long. Notre but aujourd'hui, c'est de décortiquer ce message. C'est quoi leur stratégie, leur tactique? Et surtout, qu'est-ce que ça nous dit de la situation politique qu'ils décrivent? En fait, c'est une invitation à la résistance. Oui, mais par le deuil. C'est ça qui est fascinant. Alors, allons-y. Le texte est très direct. Il déclare une période de deuil national du 20 décembre 2025 au 2 janvier 2026. Les dates sont chirurgicales. Oui, ça englobe Noël et le Nouvel An. Le hasard n'a clairement aucune place ici. Aucune. Le choix de ce calendrier, c'est vraiment le cœur de leur stratégie. Ils visent un moment qui, pour tout le monde, est synonyme de joie, de fête, de famille. En faisant ça, il s'invite à la table de chaque famille camerounaise, en quelque sorte. C'est exactement ça. L'idée, c'est de faire de la sphère privée, de l'intime, le nouveau terrain de la contestation politique. C'est une stratégie très très forte, mais est-ce que ce n'est pas risqué? En s'attaquant à une fête aussi sacrée que Noël, il y risque pas de se couper d'une partie de la population? C'est une excellente question, et c'est tout leur pari. Ils estiment que la colère, le chagrin, sont devenus si profonds qu'ils peuvent l'emporter sur la tradition. D'accord. Ils cherchent à transformer chaque repas de fête en un moment de réflexion politique. Chaque toast en un questionnement. C'est une façon de dire comment pouvez-vous célébrer alors que le pays est en deuil. Ça force les gens à choisir leur camp, même dans leur salon. Et il ne laisse aucune place à l'interprétation. Le communiqué est très prescriptif, c'est un vrai mode d'emploi. Hmm. Ils appellent à boycotter les célébrations avec 3 consignes. Porter du noir le 25 décembre et le 1er janvier, observer une minute de silence chaque jour à midi et, je cite, mettre en berne toute marque de liesse. C'est presque un manuel de désobéissance civile par la tristesse. C'est ça? Et le vocabulaire qu'ils utilisent pour enrober tout ça est essentiel. Ils ne parlent pas de protestation ou de manif, ils qualifient ces actes de devoir de mémoire. Devoir de mémoire. Et de résistance pacifique contre l'oubli et l'impunité. Alors devoir de mémoire, ça place tout de suite l'action sur un plan moral presque sacré. On n'est plus dans une simple querelle politique là, on est dans l'hommage aux morts. C'est une manière de prendre de la hauteur, de rendre la démarche inattaquable sur le plan moral en fait. Exactement. Et l'expression résistance pacifique est tout aussi calculée. Elle établit un contraste très net. Eux, ils sous-entendent nos adversaires utilisent la violence, nous utilisons le silence, le souvenir, la dignité. Nous sommes du côté de la morale. Voilà, ça leur donne l'avantage, du moins sur le plan de la rhétorique. D'accord, la stratégie est claire. Mais pourquoi ce deuil, concrètement? Qui pleure-t-on? Et là encore, le texte est très précis. Il parle de tragédies récentes et, surtout, il donne des noms. Et c'est là que le texte devient redoutablement efficace. En nommant les victimes, on quitte l'abstraction des discours politiques pour entrer dans l'humain, dans l'émotion. On ne parle plus de chiffres, mais de visages, d'histoires. Et le premier cas qu'il cite, c'est l'assassinat impuni de notre frère Moussa Aladji. Le choix des mots est Chirurgical. Notre frère, ça crée une fraternité de lutte. Et impuni, c'est une accusation directe. bien sûr, une accusation à peine voilée contre le système judiciaire. Ça sous-entend qu'il est soit incapable, soit complice. Hmm. Le deuxième point, c'est la répression violente à Meganga. Là, on ancre la violence dans un lieu. Ce n'est pas une violence vague et généralisée. Non, c'est un événement qui s'est produit dans une ville, Meganga. Ça lui donne un poids, une réalité. Une réalité tangible, oui. Et ça suggère un ciblage, une action délibérée des forces de l'ordre. Et ensuite, il y a le troisième cas, peut-être le plus lourd de sens,
Euh, la mort en détention d'Anicette et Canet. Ah, là on franchit un cap. L'expression mort en détention, c'est qu'une des accusations les plus graves qu'on puisse formuler contre un État. Oui, parce que l'État est responsable. Il est responsable de la sécurité de la personne qu'il détient. Donc qu'il s'agisse de négligence ou d'un acte délibéré, sa responsabilité est engagée. C'est une charge explosive. Et il ne s'arrête pas aux morts. Le dernier cas, c'est la dégradation des conditions de Dieucam Tchameni. C'est une façon de dire que le drame continue pour les vivants. Tout à fait. Pour ceux qu'il présente comme des prisonniers politiques, la méthode est donc très claire. On part de 4 exemples très spécifiques, chargés d'émotions. Et à partir de ces cas individuels, ils construisent un dossier à charge contre tout un système. D'ailleurs, ils concluent la liste en dénonçant une, je cite, politique de violence, d'arrestation arbitraire et de négligence délibérée des autorités. La boucle est bouclée. C'est une technique narrative très puissante. On prend le lecteur par la main, on lui présente des histoires humaines qui suscitent l'empathie, l'indignation, et une fois qu'il est impliqué émotionnellement, on l'élargit la perspective pour lui dire «Voyez, ce ne sont pas des accidents, c'est une politique intentionnelle». Et tout ça est signé. Ça nous amène à la question, qui est derrière ce message? Le communiqué est présenté comme un message de Me Alice Necom, porte-parole du président élu Issa Chiroma Bakari. On touche là au cœur du réacteur politique du document. La présidence élue. Voilà. L'utilisation systématique de cette expression, c'est une contestation frontale de la légitimité du pouvoir en place au Cameroun. C'est une façon de dire, sans le formuler crûment, le gouvernement actuel est illégitime, l'élection a été volée, et les vrais vainqueurs, c'est nous. Et le lieu d'émission, fait à Paris, ce n'est pas un détail non plus. Non, ça change tout. Ça dépeint une situation d'exil politique. Le message ne vient pas de l'intérieur, où il risquerait l'arrestation, mais de l'extérieur, depuis une capitale européenne qui leur offre une tribune et une sécurité. Ça renforce l'image d'un gouvernement alternatif, en exil, mais qui continue le combat. Attendez, donc, si je comprends bien, en décrétant un deuil national, ils ne se contentent pas de protester. Ils agissent comme s'ils étaient déjà au pouvoir. C'est d'une audace folle. C'est exactement ça. Et c'est le geste politique le plus fort du document. Décréter un deuil national, c'est ce qu'on appelle une prérogative régalienne. C'est un acte de souveraineté normalement réservé au chef de l'État en exercice. D'accord. En s'appropriant ce geste, il ne se positionne plus en opposition qui conteste, mais en pouvoir légitime qui exerce son autorité. C'est un acte performatif. Ils deviennent ce qu'ils prétendent être, ne serait-ce que le temps d'un communiqué. C'est une affirmation symbolique extrêmement puissante. On a donc une opposition en exil qui agit comme un gouvernement parallèle. Et après ce constat très dur, le texte ne se termine pas sur une note de désespoir, au contraire. Il s'achève par un appel. Un appel à la solidarité de toutes les forces vives du pays. C'est la troisième phase de leur stratégie. Comment ça? D'abord, on dénonce la situation, avec les martyrs. Ensuite, on affirme sa propre légitimité, avec le décret de deuil. Et enfin, on rassemble. C'est la phase constructive. Et l'expression force vive du pays, c'est volontairement large. C'est très large, très inclusif. Ça ne s'adresse pas qu'à leurs partisans, mais à toute la société civile, syndicats, associations, autorités religieuses, les autres mouvements politiques. Ils essaient de créer un front commun? Oui, et le ciment de cette coalition, ce sont justement les martyrs cités plus tôt. L'idée, c'est de dire, peu importe nos divergences, on peut tous se retrouver autour de l'hommage à ces victimes et de l'exigence de justice. Et la toute dernière phrase du document résume ça parfaitement. C'est très fort. Leur sacrifice rappelle qu'un Cameroun juste et digne reste à bâtir. C'est la clé de voûte de leur message. On passe du passé, le sacrifice, à une promesse d'avenir. Le deuil n'est pas une fin en soi, ce n'est pas un acte de résignation morbide. Non. Dans leur récit, il est présenté comme la première pierre, le fondement moral sur lequel un nouveau projet national peut et doit être construit. Le souvenir des morts devient le carburant pour construire l'avenir. Le chagrin devient une énergie politique. C'est C'est vertigineux quand on y pense. On est parti d'une simple page, d'un communiqué qui semblait presque anodin, et on se retrouve avec une contestation totale de la légitimité d'un État, un manuel de résistance pacifique et une feuille de route pour l'avenir. C'est ce qui est fascinant. Une seule page peut contenir une stratégie politique à plusieurs étages, extrêmement sophistiquée. Elle instrumentalise une émotion universelle et privée, le chagrin, pour en faire un moteur de mobilisation collective. Elle transforme le souvenir. Oui, elle transforme le souvenir, qui pourrait être paralysant, en une forme de résistance active. Chaque geste de deuil, porté du noir, la minute
de silence devenant un acte d'allégeance politique à ce gouvernement alternatif. En résumé, ce qu'on a là, c'est un appel à transformer la plus grande période de fête de l'année en un référendum silencieux. C'est ça, un référendum contre un pouvoir jugé illégitime. Il s'agit de politiser l'intime, de faire du foyer le nouveau champ de bataille du politique. C'est une stratégie incroyablement maligne quand les manifestations de rue sont impossibles ou réprimées. Exactement. Il contourne la censure en déplaçant la contestation dans des millions de foyers, là où l'État ne peut pas, a priori, intervenir. Pour conclure, une dernière pensée me vient. Ce document s'empare de symboles culturels, religieux extrêmement puissants, Noël et le Nouvel An, pour en faire les vecteurs d'un message politique. Hmm. La question que ça laisse en suspens, c'est celle-ci. Lorsque les moments les plus personnels, les plus universels, comme un repas de fête en famille, deviennent des tribunes politiques, qu'est-ce que ça nous apprend sur la profondeur des fractures d'un pays et qu'est-ce que ça révèle des stratégies que les citoyens sont obligés d'inventer quand toutes les autres voies d'expression semblent complètement fermées?